Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Demain à la Une, où il sera question de la stratégie française face au djihadisme. Deux moments forts dans la semaine. Lundi, l'hommage national à toutes les victimes du terrorisme. Et le lendemain, l'intervention de François Hollande à la tribune des Nations Unies à New York. Pour en parler avec nous, Alexandra Renard, grand reporter à France 24. Merci d'être là. Et Anissa El Jabri du service politique de RFI. Alors, commençons d'abord par cette journée d'hommage national aux victimes du terrorisme. Occasion de réaffirmer la détermination de la France face au djihadisme, ou bien commémoration inutile. Le débat est ouvert. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement en quelques mots de quoi il s'agit? Pourquoi une journée? Pourquoi cette journée-là en particulier? Alors, la journée, elle n'est pas nouvelle. Chaque année, on la fête depuis maintenant 1999, mais elle n'a pas été choisie au hasard. En fait, c'est directement lié à un événement particulier. En 1989, le 19 septembre, il y a un avion qui part donc de Brazzaville en direction de Paris et une valise piégée à l'intérieur, 170 personnes, des étrangers, mais il y a 54 Français à l'intérieur qui sont tués. À cette occasion, donc, il y a Guillaume Noix de Saint-Marc, dont le père était à l'intérieur, qui se bat comme il peut à ce moment-là. C'est très difficile de faire reconnaître les victimes. À l'époque, ça prend 10 ans. Et donc, au bout de 10 ans, enfin, en 1989, on définit une date, le 19 septembre. Ça devient la journée hommage à toutes les victimes des attentats terroristes dans le monde. Toutes les associations peuvent s'y présenter. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a été associé à une année à cet hommage. Il y a eu aussi d'autres premiers ministres et d'autres secrétaires d'État. Enfin, chaque année, en fait, on parle de cette date. Cette année, on a l'impression qu'on en parle un petit peu plus. La raison, c'est qu'en fait, depuis 1999, il y a eu beaucoup plus d'attentats, évidemment. Donc, beaucoup plus d'associations. Et les associations, en général, n'aiment pas que leur date, par exemple le 13 novembre, soit directement associée à une date en particulier. Alors justement, parce que comment est-ce que s'intègrent les nouvelles victimes du terrorisme? Évidemment, il y a eu l'attentat de Nice, les attentats de Paris. Est-ce que tout le monde se retrouve Est-ce que c'est un moment de réconciliation nationale? L'idée, c'est quoi? C'est exactement ça, en fait. Chaque association qui se crée après chaque attentat peut se retrouver sur cette date anniversaire. Personne, comme je vous le disais, ne veut vraiment de date anniversaire. Il y a celle du 19 septembre qui existe, donc ça perdure. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'en France, quasiment, on va dire, chaque Français a dans sa famille directement ou indirectement quelqu'un qui est lié à ce qui s'est passé sur les actes terroristes. Donc tout le monde se sent concerné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Il y a déjà des dates qui existent. Le 11 mars, c'est la date européenne pour cet hommage-là. Depuis le 11 septembre aux États-Unis, ça existe aussi. Ça existe en Italie et en Espagne. Donc là, en France, on essaie de faire en sorte que cette date devienne nationale. Elle ne l'est pas encore, mais elle l'est de principe. Elle est de principe. Alors, il y a 2 ans, vous avez réalisé un reportage sur les victimes d'attentats, les enfants, en fait, rescapés, plutôt. Il y a une association qui regroupe, ou en tout cas qui les accueille dans un foyer. Ils viennent du monde entier et se retrouvent pour essayer de s'entraider. Est-ce que vous pouvez nous raconter le principe de ce lieu d'accueil? Oui, alors c'est les premiers qui ont pris ça en charge sont les Américains. Après le 11 septembre, ils ont créé des stages thérapeutiques pour les jeunes. Ça commence à 12 ans, ça va jusqu'à 22 ans. En France, on a fait ce premier camp. Donc nous, quand on l'a fait, c'était en 2014. C'était la première fois que ça existait en France. C'est un camp qui est hors de Paris, dans un lieu confidentiel, parce que les enfants sont parfois encore en danger. Là, ils ont choisi 24 adolescents et pré-ados qui viennent effectivement de différents pays, qui ont subi différents attentats, Le Caire, Casablanca, Beslan. Voilà, ils sont très jeunes, de 13 à 22 ans. 24 choisis pour être ensemble pendant plusieurs jours. En 2014, c'était la première année, on traitait du passé à cette époque-là. En 2015, ils se retrouvent, ce sont les mêmes. On traite du présent. Et là, cette année, c'était encore au mois d'août, c'était la dernière session, on traite de leur futur. Et voilà, on parle beaucoup de thérapie, de groupe, de méditation, de mode d'expression. Ce qui revient très souvent, en fait, c'est l'effet miroir. Ils se parlent entre eux. Il y a des jeunes qui se disent, par exemple, je n'arrive pas à croire que toi, tu arrives à sourire encore après tout ce qui est arrivé. Et le fait de se voir entre eux, ça permet de s'entraider, d'aller beaucoup plus loin. On voit justement derrière nous quelques images de ce reportage dans lequel on peut entendre aussi certains jeunes qui disent « je n'ai pas de haine, je n'ai pas envie forcément de me venger ». Des témoignages qu'on peut retrouver sur le site de France 24. Alors de terrorisme, il en sera question également à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Anissa El Jabri, vous allez suivre François Hollande pour RFI à New York, à l'ONU. Il va défendre la position française sur le terrorisme. En fait,
Il en a déjà parlé il y a quelques jours, il y a eu 10 jours à peu près. C'était devant la Fondation Jaurès, un discours très marquant, qui était aussi un peu son discours de début de campagne, où il disait, c'était la démocratie face au terrorisme. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? En fait, c'est un discours où le président a posé les bases d'une sorte de double affrontement contre le djihadisme, bien sûr, mais vous le disiez, sur un terrain politique, il a posé aussi les jalons d'une future campagne. Alors, face au djihadisme, d'abord, c'est une des toutes premières phrases du président. Il l'a dit, les démocraties gagnent toujours les guerres, parce que les démocraties ont une force qui la qualifie d'irrésistible, c'est la liberté. Alors, François Hollande l'a redit, il le dit souvent, le combat sera long, la menace est là, mais il a fait cette promesse, nous vaincrons. Alors, ce chef de l'État qui se pose en chef de guerre, en président protecteur des Français, eh bien, je vous le disais, il a fait un discours en quelque sorte de candidat un peu subliminal, de moins en moins subliminal d'ailleurs. En fait, François Hollande en est persuadé, ça fait des mois, presque 2 ans, en quelque sorte, le terrorisme, l'identité, la place de l'islam, eh bien, c'est là-dessus que se jouera 2017. Donc, ce discours qu'on qualifie aujourd'hui de discours de Wagram, puisque c'est le nom de la salle où il a été prononcé, eh bien, ce discours, c'était le moyen de mettre en avant ces thèmes, de préciser cette confrontation politique face à la droite, face à l'extrême droite. François Hollande, lui, se pose en garant de l'état de droit face à ce qu'il a qualifié un état d'exclusion. Pas d'état d'exception, c'est sa définition, pour lutter contre le djihadisme, pas non plus de stigmatisation des musulmans. Il a eu ces mots: chaque Français, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses origines, est ici chez lui. Alors, au niveau international, la lutte contre le djihadisme et contre le terrorisme, c'est aussi en Afrique que ça se passe. Je crois que dans ce discours de Wagram, il a peut-être fait allusion à cette partie-là. En tout cas, c'est certainement ce dont il va parler à l'ONU, avec certains autres dirigeants de la planète. Le terrorisme, il y a d'autres sujets que François Hollande va essayer de défendre à la tribune de l'ONU ? Oui, parce que c'est classique. Aux assemblées générales de l'ONU, on évoque toutes les grandes crises du moment. Donc, il y a bien sûr le dossier syrien, il y a bien sûr la crise des réfugiés. Et puis, il y a ce dossier qui est encore tout en haut de l'agenda de la diplomatie française, c'est la COP21. Avec les États-Unis et la Chine qui ont signé il n'y a pas longtemps. Oui, ça, c'est la grande avancée, parce que ce sont les 2 plus gros pollueurs du monde, nous le savons. Ça a permis de faire progresser les choses, parce que ça fait 9 mois qu'on a signé cet accord. Pour que cet accord entre en vigueur, il faut aussi qu'il soit ratifié par chacun des pays. Alors, même avec cette grande avancée, ça a été annoncé au G20 en Chine au tout début du mois, les signatures des États-Unis et de la Chine, eh bien, il manque encore la ratification de 28 pays qui produisent environ 16% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, aujourd'hui, ce que disent les négociateurs, c'est qu'on ne peut pas forcément compter sur la Russie, en tout cas pas tout de suite. On attend davantage du Canada, de l'Australie, de l'Arabie Saoudite. Pour un autre gros pollueur, l'Inde, il y a un gros point d'interrogation, mais la diplomatie française s'est fixée une date, mi-novembre. C'est le moment où Paris, pour la COP22, passera le relais au Maroc. Oui, ce sera une question de prestige, certainement. Il y a un autre dossier que François Hollande veut défendre à la tribune des Nations Unies, c'est la défense du patrimoine culturel. Est-ce qu'il y a des annonces à attendre de ce côté-là ? Alors, des annonces, pas vraiment. En fait, pour lui, le grand moment où il va poser ce sujet sur la table, c'est décembre. Ça se passera à Abu Dhabi. Il viendra inaugurer ce qu'on appelle désormais le Louvre à Abu Dhabi. Et puis, il viendra lancer une grande conférence pour protéger les biens culturels de l'humanité contre les agressions terroristes. C'est un peu comme ça que c'est présenté à New York. Ce qu'il a prévu de faire, c'est de participer à un grand rendez-vous, une réunion de conférence. L'idée, c'est de mobiliser l'opinion, bien sûr, mobiliser aussi des fonds privés, des fonds d'associations et d'ONG pour pouvoir développer essentiellement des moyens d'agir, pour pouvoir racheter du patrimoine, bien sûr, et pour pouvoir aussi l'entretenir et le protéger. Alors, ce voyage de François Hollande, il va durer combien de temps ? C'est express, en fait, parce que l'Assemblée générale se tient quand même sur plusieurs dizaines de jours, et là, c'est... Alors, il vient traditionnellement le mardi, qui est le jour des discours d'ouverture à la tribune. C'est semi-express parce que cette fois-ci, il sera présent dès le lundi soir. Ce lundi-là, on va lui remettre le prix de l'homme de l'année. C'est une fondation interconfessionnelle américaine qui remet traditionnellement ce prix à un homme d'État dont elle juge qu'il a œuvré pour la paix dans le monde. Cette année-là, c'est François Hollande, c'est pour son action en faveur du Mali, c'est pour son action
dans la lutte contre le terrorisme. Le président peut amener avec lui quelques invités. Il a choisi cette année d'inviter 2 collaborateurs de Charlie Hebdo. Il y aura dans le public Patrick Pelot, Zineb. Il y aura aussi Latifa Imdiaten, vous savez, la mère du premier militaire tué par Mohamed Merah, qui a cette fondation. Un peu partout en France. Oui. Ceux qu'on a surnommés les 3 héros du Thalys, les 3 soldats qui ont empêché cet attentat, ont été invités. A priori, ils ne pourront pas être là. Voilà. Merci beaucoup, Anissa El-Jabri, de nous avoir donné quelques indications sur cet agenda, sur ce qui va se passer à New York, le côté coulisses. On vous invitera pour nous faire un débriefing après, une fois que ce sera passé. Merci beaucoup. Merci Alexandra Renard d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette édition de Demain à la Une. La semaine prochaine, rendez-vous à nouveau. À très vite.